Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous rencontrer lors de ces conférences, toujours sur les conférences vertes avec notre thématique annuelle de nourrir l'humanité. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, sans aucune préparation avec Gilles Fumet, mais bon, je vais lancer quelques pistes, c'est la question de savoir si, en tout cas en ce qui nous concerne, l'alimentation, la faim, a des rapports avec les cultures des populations. Alors, Action contre la faim s'est déjà posé cette question, puisqu'on a au sein de nos activités un département qui fait ce qu'on appelle les pratiques de soins, ce qui n'est pas du tout parlant, mais qui a eu un pan d'activité sur les pratiques des mamans en particulier, dans la manière dont elles alimentent leurs enfants. Et l'une des activités, entre autres, ce sont aussi des leçons de cuisine pour apprendre à préparer des plats qui sont de manière nutritive plus intéressants pour les populations. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va nous raconter ce soir, je n'ai aucun doute que ce sera très intéressant, mais les questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, par exemple, il y a des pays qui consomment des denrées alimentaires, comme du riz, qui ne produisent pas et qui donc, par définition, ne sont pas en indépendance alimentaire, en souveraineté alimentaire, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les plus vulnérables. Comment est-ce que les cultures des populations peuvent être modifiées pour, par exemple, qu'ils se mettent à manger des aliments produits localement? Est-ce que c'est possible ou complètement inenvisageable tant les pratiques alimentaires sont ancrées dans les cultures? Parce que ça, ce serait intéressant pour nous de le savoir pour orienter la manière dont on agit sur la faim dans les pays. Donc c'est une question qu'on peut se poser. La deuxième, c'est les pratiques alimentaires de cuisson ou même d'utilisation de certaines plantes pour guérir de certaines maladies. Est-ce que c'est une utopie pour nous d'essayer de changer ça en faisant de la sensibilisation, de l'éducation, ou bien est-ce que les cultures sont tellement fortes que ce n'est pas la bonne manière de régler le problème que de lutter contre ça? Donc j'espère que ça va faire partie des points qui vont être abordés ce soir. Donc je vais passer la parole à Gilles Fumet. Merci. Madame, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, bonsoir. Et donc merci d'être venus pour cette soirée au cours de laquelle je ne vais pas vous apporter des certitudes, mais vous montrer un petit peu en tant que chercheur comment nous travaillons avec nos étudiants, qui sont à la fois des étudiants de master et de thèse, sur cette question de l'alimentation, sachant que nous venons d'une planète qui n'est pas tout à fait habituelle dans le secteur, qui n'est pas celle de la statistique, qui n'est pas celle de l'agronomie, mais qui est plutôt celle de la géographie, mais couplée à l'anthropologie. Dans la mesure où, en fait, nous nous sommes aperçus que, quoi que nous fassions, il y a toujours des régions où l'on a faim et des pratiques qui évoluent pas beaucoup, en dépit des efforts que l'on peut faire ici ou là. Et donc nous avons creusé un peu cette idée et vous verrez qu'à la fin de cet exposé, parce que nous sommes vraiment au début de notre recherche, notre laboratoire existe depuis seulement 8 ans et notre master depuis seulement 5 ans. Nos doctorants vont commencer à soutenir leur première thèse cet hiver. Donc nous sommes vraiment dans quelque chose d'un peu nouveau, mais qui néanmoins prend des échos ici ou là, aux États-Unis, au Japon. Nous avons beaucoup de remontées de ce que nous faisons. Et donc je vais essayer de partager avec vous. Donc nous faisons le pari en quelque sorte que si on part de l'alimentation vue comme quelque chose de culturel, eh bien donc on entre différemment. Vous avez tous vu ce livre qui s'appelle Mythologie de Roland Barthes, hein, et vous vous rappelez peut-être que dans ce livre il y avait beaucoup de textes sur toutes sortes de mythologies françaises et entre autres le beefsteak frites, si vous vous rappelez de ces pages. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à les lire. Il y avait des choses sur le vin également. Et ces pages, à notre avis, n'ont pas été assez exploitées parce qu'elles avaient quand même un support, je dirais, intellectuel qui nous paraissait intéressant et qui aujourd'hui, vous voyez, nous fait quand même regarder comme un ovni ce beefsteak frites, dans la mesure où le beefsteak est un comment
est un produit, est un morceau de viande d'origine anglaise, enfin pensé par les Anglais, et que les frites sont belges. Voilà, et que finalement ce plat a été déclaré français alors même que justement quelques années après la Seconde Guerre mondiale, on était encore dans l'admiration de tout ce qui était américain. Et on fumait des cigarettes blondes, on mettait des blouses en nylon et des bas nylon, etc. En fait, c'était vraiment l'Amérique qui dominait la culture à l'époque, et ça dominait la culture jusque dans nos assiettes. Aujourd'hui, le beefsteak frites n'est pas pensé comme ni le plat préféré des Français, ni même le plat emblématique de la France. D'ailleurs, il n'y en a pas, on en discutera si vous voulez. C'est justement une des questions intéressantes. Mais vous voyez, donc, par cette entrée, on peut se poser énormément de questions pour savoir finalement comment on élit ce qui arrive dans nos assiettes, que l'on soit dans des pays riches ou dans des pays pauvres. Alors, je vais commencer par un certain nombre de marqueurs culturels pour essayer de vous faire entrer dans nos problématiques, et commencer d'abord par celui de la qualité, qui est quelque chose qui ne souffre pas de, je dirais, de contestation. Nous cherchons tous sur la planète à manger des choses de qualité. Et je vous propose de réfléchir sur cette question en prenant cette nature morte d'un peintre hollandais du XVIIe siècle qui a peint sur la table un petit déjeuner. Vous savez donc que ces natures mortes, dont l'origine est probablement romaine, le concept de nature morte, donc reprend en quelque sorte un certain nombre de nourritures qui ont été entamées et qui, à la fin d'un repas, dans la sphère romaine, sont offertes aux morts. Dans cet hôtel qu'il y a dans la maison romaine, donc l'offrande aux morts qui est faite à partir de ces nourritures, qui sont des nourritures peintes au XVIIe siècle par les Hollandais, qui sont fascinés surtout par la peinture à l'huile et par la capacité qu'a cette technique à rendre en quelque sorte la matière vivante de manière très particulière. Et c'est une des raisons pour lesquelles sur ces natures mortes il y a autant la représentation de la croûte de fromage, de l'étain de l'aiguière, de l'argent de la patène, de la soie de la nappe. Il y a tout ça, mais il y a aussi évidemment quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup intrigué la première fois que j'ai vu cette nature morte, qui est que dans cet assemblage d'aliments, alors que trône ce fromage qui est l'aliment essentiel des Hollandais, il y a des choses bizarres. Pour quelqu'un qui connaît un petit peu ce qui circule au XVIIe siècle sur le plan alimentaire, il y a des citrons. Et normalement, ces citrons n'ont rien à faire dans l'Europe du Nord, parce qu'on ne les connaît pas, on ne les a pas intégrés à l'alimentation, mais ils sont là, après les recherches que j'ai pu faire évidemment autour de ce tableau, ils sont là simplement pour montrer à ces commanditaires qui ont peint cette nourriture qu'ils vont mettre sur le mur d'une salle à manger ou d'un salon, pour montrer qu'ils ont la capacité de se payer un peintre. Eh bien, donc, ces citrons sont là pour dire à ceux qui regardent ce tableau que la famille ou le marchand qui a fait peindre ce tableau a la capacité matérielle à se procurer quelque chose qui vient de loin, de la Méditerranée. Et entre autres des citrons, ou ça peut être des grenades, ça peut être des cerises. Alors, bien sûr, il y a le thème général de la nature morte qui est une forme de vanité sur ce que peut être la nourriture des riches. Quand on est riche, on ne doit pas gaspiller et on doit se rappeler que toute nourriture est mortelle et périssable. Et c'est la raison pour laquelle donc, tous ces produits sont un peu entamés et le temps va faire son travail pour les abîmer. Donc on a un instantané en quelque sorte sur ce repas qui s'est terminé, dont il vous frappe évidemment qu'il a des résonances eucharistiques, puisque vous avez bien sûr le verre de vin et puis vous avez le pain.
Et donc, il y a ici également comme les symboles de quelque chose qui est une nourriture sacrée. Tout cet ensemble-là, tout ce que je vous raconte et que je pourrais continuer à vous raconter pendant des heures, vous voyez, est quelque chose qui contribue en quelque sorte à donner au XVIIe siècle à ces populations riches l'idée de la qualité. Deuxième entrée, la végétalisation. Vous savez que nous vivons actuellement une drôle de période qui, après avoir consommé énormément de viande, commence à se poser la question de son utilité, et donc de végétaliser en quelque sorte son alimentation. Et quand on cherche les raisons pour lesquelles le végétal est en train de prendre le dessus sur l'animal, on tombe très rapidement sur des mythes. Bon, je passe sur le bio que vous avez sur la gauche ici, qui a été évoqué avec toutes ces questions naturelles par l'animal, sur la montagne. Donc ça, vous allez reconnaître facilement, au fond, ce qui fascine aujourd'hui. Mais il y a aussi le retour, en quelque sorte, d'une pensée un peu compliquée, un peu oubliée, un peu, je dirais, complète, qui est celle de la médecine hippocratique, qui est restée en filigrane d'un certain nombre de nos comportements alimentaires que la nutrition scientifique n'a pas totalement balayé, et qui est représenté par ce tableau que vous connaissez tous à partir des 4 éléments naturels que sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc un système de pensée alimentaire, vous voyez, qui classe les aliments en fonction des saisons et des âges de la vie. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, qui correspondent à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et le grand âge, et qui fait qu'à chaque âge, évidemment, nous prenons des aliments qui sont différents. C'est très intéressant, vous voyez, de retrouver également des références au caractère. L'enfant, le bébé dans sa poussette qui est sanguin, qui se met à crier comme si on l'égorgeait, l'adolescent colérique qui claque la porte tout d'un coup après avoir adulé sa mère et qui n'en peut plus, qui ne la supporte plus, l'adulte qui devient mélancolique et qui commence à dire à ses enfants de mon temps, dans mon enfance, on faisait ceci, cela, mais oui, mais... Voilà, mélancolique. Et puis donc le flegmatique, la personne âgée qui en a tellement vu, et qui ne va pas évidemment se prendre la tête pour quelque chose d'aussi banal que ce qu'on lui dit. Voyez. Et à chaque âge de la vie, chaque comportement, donc vous avez des types alimentaires. Je suis très frappé par le fait que des grandes industries agroalimentaires qui se sont beaucoup intéressées aux bébés, vous savez, aux petits pots, maintenant s'intéressent beaucoup aux personnes âgées. Et comme par hasard, parce que dans le système hippocratique, le bébé boit beaucoup de liquide parce qu'il bave beaucoup. Au grand âge, on mange beaucoup de soupe parce qu'on ne peut pas manger beaucoup de viande, parce qu'on a besoin de liquide, parce que finalement, la nourriture du grand âge ressemble à celle de l'enfance. On a des choses assez curieuses comme ça sur le plan culturel et qui nous aident en quelque sorte à comprendre des mots qui scientifiquement n'ont pas de sens quand on parle d'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire fait allusion à des éléments qui viennent de la médecine hippocratique et de cet ensemble qui veut qu'on équilibre en quelque sorte des nourritures anciennes et les nourritures du présent. Et qui me fait dire aussi, quand on parle souvent des jeunes qui, vous savez, vont dans les fast-foods, se prennent des mauvaises habitudes, eh bien, en réalité, ces jeunes, vous voyez, ils sont dans un cycle de vie qui fait qu'entre 15 et 25 ans, on est dans un âge où on a besoin de se distinguer des parents, de mettre de la distance, et où on fait n'importe quoi, on mange n'importe où, on insiste bien sur la rupture, mais que dès qu'on a un enfant, dès qu'on a un mari, une femme, une belle-mère, un beau-père, eh bien, on se remet à manger comme à l'enfance, et on se remet à construire le passé. On appelle ses parents pour demander comment on faisait la recette du flan que nous aimions tant à la noix de coco. Et donc, vous voyez que dans toutes ces questions-là, on voit apparaître énormément de thèmes comme ça, récurrents. Il y en a un qui fera beaucoup, c'est le caractère ethnique, que je prends ici tout simplement par cette pizza, parce que
il nous est arrivé avec nos étudiants de manger des pizzas chez un pizzaiolo sicilien, vous voyez. Et au cours du repas, un étudiant américain se lève en colère et dit ce n'est pas la vraie pizza, nous lui avions servi la pizza de gauche. La vraie pizza, c'est la pizza américaine, épaisse comme celle-ci, qui ressemble à notre tourte lorraine, vous voyez. Et la vraie pizza est née à Chicago. Vous voyez. Alors, outre le fait que bon, l'étudiant était là pour apprendre et qu'on pouvait lui pardonner son inculture, on voit surtout qu'on est là dans un système, en quelque sorte, où on n'a pas affaire aux mêmes objets. Et que quand on va vous dire la pizza est le plat le plus consommé au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Aucune pizza ne ressemble à une autre, sauf évidemment celle de chez Picard surgelée. Mais et encore, il y a des pizzas qui vont changer d'une saison à l'autre. Vous voyez bien que donc ce qui intéresse dans la pizza, c'est le mot pizza. C'est le mot pizza qui sonne italien alors qu'il n'y a plus rien d'italien dans la pizza. Et qu'il y a juste quelque chose qui ressemble au mythe et auquel finalement on renvoie au beefsteak frites de tout à l'heure. Voilà. Et puis quatrième entrée, les labels, c'est la grande tarte à la crème aujourd'hui, on va dire, de cette alimentation que nous essayons de chercher à partir de dénominations qui ne sont plus des dénominations par les plats, par les systèmes de fabrication comme pizza, qui renvoie au travail du pain, de la pâte, à la main, mais de quelque chose qui est marqué par le territoire, qui est marqué par cet espace, vous voyez, dans lequel nous sommes, qui est unique, parce qu'il est 4 rues du Boulois, et qu'il ne ressemble pas à l'espace qui est 6, 8, 10 ou 15 rues du Boulois. Et donc, il y a quelque chose d'unique qui mérite d'être certifié et qui a donné à ce système français la possibilité de marquer des aliments par l'origine, en faisant contrôler le marquage par la puissance publique. L'appellation d'origine, je vais y revenir là-dessus, et en utilisant systématiquement les références aux villes, aux régions, comme la noix de Grenoble, qui, vous voyez, donc est quelque chose qui doit être très, très différent. Alors, je vous montre ces poissons parce que nous sommes dans une phase très nouvelle de l'histoire de l'alimentation. Nous venons de vivre 40 ans d'abondance alimentaire et au fond, nous ne savons pas quoi faire de cette abondance alimentaire. Cette abondance nous fait peur. Elle nous fait peur, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de maladies liées, supposées, liées à l'alimentation, parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a tout ça. Et cette peur, je vous propose de l'analyser à partir de ces restaurants de fugu et ce qui se passe au Japon, où vous savez donc les Japonais aiment beaucoup aller dans ces restaurants où l'on mange un poisson qui, s'il est mal coupé, peut vous tuer. Il y a plusieurs personnes qui meurent chaque année au Japon du fugu. À table, au restaurant, devant vous. Il y a une étudiante qui m'a dit, monsieur, est-ce qu'on peut aller avec ses beaux-parents? Je peux aller avec vos beaux-parents au fugu, vous voyez. C'est pas garanti toutes les fois, mais vous voyez, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ce risque de fugu, d'autant qu'on sait que les Japonais ont protesté lorsque le gouvernement a décidé de fermer les restaurants de fugu, en disant ça suffit cette comédie, nous avons assez de payer ce risque-là. Et les Japonais, comme les Américains, avec le pistolet, vous savez, ces agences d'armes à feu, qui défendent les armes à feu, eh bien les Japonais ont défendu le restaurant de fugu parce qu'ils concentrent en quelque sorte ce mystère que nous entretenons par rapport à ce que nous mangeons. Et en particulier, cette histoire nous permet de comprendre que fondamentalement, la première attitude que nous avons vis-à-vis de ce que nous mangeons, c'est la peur. Je vais vous expliquer ça et ça va nous aider beaucoup à comprendre pourquoi
lorsqu'on a peur de manger ceci ou cela, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on mange, eh bien, d'abord, ce n'est pas grave, et surtout, c'est une attitude qui est universelle et de toutes les époques. Et qui a la forme, effectivement, que nous avons aujourd'hui, qui est de se dire, puisque nous ne savons pas ce que nous mangeons, il faut trouver des systèmes pour comprendre comment ça marche. Alors, pourquoi nous avons peur? Parce que nous sommes des omnivores. Nous sommes des omnivores, c'est-à-dire une espèce vivante qui peut manger presque de tout. Il n'y a pas beaucoup d'espèces omnivores, mais nous sommes des omnivores. Cela nous donne beaucoup d'avantages, mais cela nous donne un inconvénient qui est que si nous avons énormément de choses à manger, nous devons choisir ce que nous mangeons. Et si nous étions logiques, nous devrions passer notre temps à choisir ce que nous mangeons. Or, nous ne pouvons pas le matin, quand nous sommes un peu embrumés par le sommeil, nous demander si nous allons boire du thé, du café, du chocolat, s'il faut du pain grillé, ceci, cela. En fait, nous avons des habitudes, nous fonctionnons en pilotage quasiment automatique, hein, et puis donc progressivement, nous construisons en quelque sorte des comportements qui viennent d'allégations qui sont données par la publicité, par le nutritionniste, qui vont nous aider à faire cet apprentissage et introduire un certain nombre d'habitudes pour éviter que nous ayons toujours à nous poser des questions. Donc l'être humain, il est néophobe, il a besoin de se distinguer de l'alimentation parce que si vous mangez n'importe quoi, vous risquez de vous empoisonner. Si je vous dis que j'aime beaucoup les champignons et que hier j'ai cueilli des champignons dans la forêt de Fontainebleau que je voudrais goûter avec vous ce soir, et je vous invite à venir chez moi, hein, la plupart d'entre vous vont dire mais non, je ne peux pas, j'aimerais bien. En fait, hein, vous allez faire fonctionner votre système néophobe parce que vous avez peur que je vous empoisonne. Hein. Et effectivement, vous voyez cet enfant qui fait la tête devant son assiette, hein, probablement personne ne lui a expliqué que ce qu'il allait manger, c'était bon. Et puis surtout, personne n'a mimé le plaisir. Hein, c'est important. Il ne faut pas dire, mon chéri, tu veux manger quoi? Mais je ne sais pas ce qu'il veut manger. Tu ne veux pas manger ceci? Non. Tu ne veux pas manger cela? Non. Tu ne veux pas manger ça? Non. Mais alors, tu veux manger quoi, petit con? Hein, on va entendre. L'enfant, il ne sait pas. Il veut manger ce que sa maman et sa nounou veut lui donner. D'accord? Il veut manger comme elle. Hein, il veut communier avec elle. Et donc, si vous n'avez pas expliqué à l'enfant voilà, que le plaisir qu'il va avoir, il vient justement de ce lien que vous allez construire avec lui, eh bien, vous allez le laisser devant son assiette. C'est la même chose qui va se passer si je vous emmène ce soir dans un restaurant. J'ai fait ça avec des amis, un restaurant ouïghour. Vous savez, le jour où les Ouïghours avaient attaqué à Pékin. Voilà. Alors, je les emmène dans un restaurant ouïghour. Vous avez déjà été dans un restaurant, il y en a beaucoup à Paris, hein. Il y en a au moins une dizaine. Hein. Eh bien, quand vous allez dans un restaurant ouïghour, avec des gens qui ne connaissent pas la cuisine, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors, on prend quoi? On regarde un peu dans l'assiette à côté, puis on voit que bon, ça ressemble à de la viande, des légumes, des choses comme ça. Ah oui, ça ressemble à de la cuisine arabe, musulmane, moyenne-orientale, mais qu'il y a des baguettes. Bizarre. Voyez. Et puis ensuite, sans trop savoir, les amis vont vous dire, mais finalement, tu choisis pour nous. Hein. Prends quelque chose de simple, hein, il y a du mouton, des choses comme ça, bon, voilà, pas trop gras, pas trop ceci, cela. Mais donc vous voyez bien que vous allez actionner vos systèmes néophobiques pour ne pas manger quelque chose qui vous déplairait. Et parce que vous ne voulez pas manger toujours la même chose, vous êtes néophile, hein, vous êtes venu chez les Ouïghours parce que finalement, ça vous plaisait de voir à quoi ressemble un Ouïghour dans l'assiette, et pas seulement à la télévision sous les chars chinois. Donc voilà, manger c'est ça. Hein, et vous voyez que si j'ai mis cette dame qui mange de la confiture, hein, nous avons tous fait, hein, elle est bien sûr néophile, mais en même temps, hein, elle est dans la même position que les gens que l'on emmène dans un restaurant de fougou. Hein, parce qu'elle a été voir son nutritionniste qui lui a dit « Madame, il ne faut pas manger de sucre ».
mais elle a de la confiture chez elle. Et quand elle descend du cabinet du nutritionniste, il y a une superbe pâtisserie qui lui tend les bras. Et d'accord. Et même, elle va trouver du chocolat pour être sûre que la résistance soit faible. Le chocolat s'appelle tentation. Et vous voyez donc ce qui arrive aux Japonais devant leur poisson nous arrive dès lors que nous avons décidé de polisser un peu notre alimentation et puis que nous n'y parvenons pas parce qu'il y a quelque part dans nos comportements alimentaires cette fameuse peur dont je vous ai parlé. Pourquoi? Donc parce que nous sommes ce que nous mangeons, que nous avons besoin d'être confortés dans notre être par ce que nous mangeons. Vous voyez que si les marketeurs ont nommé du terme d'un animal de la savane, le lion, une barre qui est destinée à vous donner de la force, et c'est justement cela qui va vous permettre de dire à quelqu'un « Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Tu as mangé du lion. » Vous voyez, si aujourd'hui nous voulons prendre des forces, nous n'allons pas manger du flambi ou des choses comme ça, pour plein de raisons, électorales ou non. Vous voyez bien que les choses ont un sens. Je vous ai mis cette nature morte au gibier pour vous montrer qu'au XVIIe siècle, en France, les catégories existaient dans dans la compréhension du gibier. Plus les animaux volaient haut, plus ils étaient nobles. Et plus ils rampaient sur la terre, plus ils étaient vils. Et donc, il y avait ces natures mortes où vous voyez que, à la pointe de la société française, les riches et les nobles mangeaient des cigognes et des cygnes, et des animaux qui volaient très haut. Et eh bien, en bas, on trouvait au contraire ceux qui mangeaient les animaux qui se cachaient dans l'herbe. Ça, c'était un système de classement, comme nous en avons d'autres que je vais voir avec vous tout à l'heure. Donc nous sommes ce que nous mangeons ce qui nous ressemble. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions de paysage pour vous montrer que finalement, dans l'ère risicole de l'Asie, le paysage est très soigné parce qu'il renvoie à la population asiatique qui a porté le riz comme principal outil contre les famines. Il renvoie cette image de la beauté et de l'excellence, comme le vin nous renvoie le vignoble nous renvoie l'image de l'excellence du vin et des produits de ceci, parce que ce sont des paysages qui se lisent. Il y a beaucoup de lignes qui sont très fines et qui dessinent quelque chose qui ressemble en quelque sorte à cette qualité, au fond, que nous cherchons. Alors, à quoi sont dus ces transferts entre ces paysages et ces animaux et tout ce que nous venons de voir et ce que nous ressentons? Ces transferts sont le fait, nous le savons depuis l'anthropologie de la fin du XIXe siècle, sont le fait de la pensée magique, qui est une théorie élaborée par Fraser, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres personnes, selon laquelle, finalement, grâce à de lois, nous allons voir transférer les qualités des produits, les qualités supposées, nous allons les voir donc transférer en nous par ce principe d'incorporation. La première loi, c'est la loi de contagion, qui fait que, vous voyez, ces touristes qui viennent en Bretagne pour manger des moules, eh bien, vous voyez, ils se sont même habillés comme des marins en jaune. Ils viennent manger des moules le matin au bord de la mer, parce que, évidemment, les moules au bord de la mer, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même, on est au plus frais, au plus près de la vie, et donc nous avons la contagion de la mer par la moule ou l'huître. C'est la même chose si vous buvez du thé. Vous voyez bien que dans cette tasse, si j'avais caché le mont Fuji, cette montagne sacrée du Japon,
Hein, vous auriez pu me dire c'est un bol de soupe ou c'est quelque chose, c'est de l'eau sale. Hein, vous voyez, mais que cette tasse à côté de cette montagne, hein, évidemment, elle attrape par ces feuilles qui tombent dans la tasse, elle attrape le caractère sacré du Fuji. Deuxième loi, la loi de similitude, hein, c'est une loi assez curieuse qui veut donc on accorde des propriétés à des animaux ou des plantes hein, et que ces propriétés sont censées se transmettre en nous. Quand je demande à ce gamin qui vend dans les rues de Hanoï du rat, pourquoi tu vends du rat? Eh bien, il me dit, le rat rend viril et intelligent. Comment sais-tu que le rat rend viril et intelligent? Tu as été à l'école où on t'a appris ça? Eh bien oui, on m'a toujours dit que le rat rend viril et intelligent parce que les rats ne cessent de se multiplier depuis qu'ils existent et que nous avons essayé de les éradiquer. Nous ne sommes jamais arrivés à éradiquer les rats parce que les rats savent très bien se reproduire et ils sont suffisamment intelligents pour échapper à la méchanceté de l'homme. Donc, si vous voulez être viril et intelligent, vous mangez du rat. La deuxième, les fourmis, c'est intéressant parce que c'est un étudiant colombien un jour qui m'a apporté des fourmis en me disant, monsieur, ces fourmis, vous voyez, elles ont des grosses fesses. Ça porte d'ailleurs, vous voyez, même une partie de cette caractéristique physique dans le mot culona. Fourmis qui ont une grosse fesse parce que lorsqu'elles viennent traquer le mâle à la fin du printemps dans la forêt, elles ont des fesses qui augmentent de volume et qui évidemment tentent les mâles. Et à ce moment-là, donc, on attrape les fourmis, on les grille et on les mange parce que c'est plein de protéines. Voyez. Et donc j'ai eu un paquet de fourmis que j'ai distribué à mes étudiants en disant voilà, goûtez avec moi, c'est très bon, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vous encourage à en acheter sur Internet, c'est très très bon. Ça a un goût de noisettes, cacahuètes, c'est quelque chose de vraiment très très bon. Et c'est plein de protéines. Et donc mes étudiants ne mangent pas trop Omega Culona, mais lorsque je leur dis que s'ils en mangent, ils vont avoir leur agrégation, ils en mangent tous. Hein. Et donc ils ont bien compris que finalement, il y a à travers ce transfert quelque chose, parce qu'ils savent que quand on passe l'agrégation, on a besoin de protéines et que peut-être ces petites fourmis peuvent nous en donner. Voilà, donc je répète ceci, hein, nous sommes ce que nous mangeons, cette phrase d'Hippocrate très célèbre qui va nous aider à comprendre pourquoi on va graver jusque sur la bouteille d'Évian la silhouette de la montagne, hein, pour rappeler que entre la goutte d'eau qui tombe au-dessus de la montagne hein, et puis la goutte d'eau qui arrive dans la bouteille, il y a entre 350 et 400 ans, hein, selon le parcours, hein, mais il y a quelque chose de très très fort, très lent, qui va faire que dans la bouteille d'Évian, vous allez avoir toute la quintessence hein, de la montagne et de la nature immaculée. Voilà, donc je reviens à notre problématique d'aujourd'hui, hein, qui est que, alors même que nous n'avons jamais eu autant de choses à manger, hein, nous sommes dans une phase de déni hein, de l'alimentation où nous avons tendance à systématiquement nous inquiéter. Cette peur dont j'ai parlé, vous voyez, elle est très présente, cultivée par les médias. Elle est même donc tournée en dérision sur Internet, comme vous le voyez ici, nous éloignant progressivement de ce canon de la beauté grecque qui apparaît donc comme une punition hein, devant quelque chose que nous n'aurions pas, un ordre que nous n'aurions pas respecté. Alors notre question aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut répondre à cette peur-là, hein, qui est celle, en gros, de l'obésité mal contrôlée, hein, et qui va donc, je dirais, connoter toutes les recherches scientifiques et, de manière générale, agronomiques sur l'alimentation. Première réponse, une réponse, je dirais, américaine, je vais très vite, hein, sur le fait que depuis le 19e siècle, hein, les Américains ont attrapé avec la chimie de Lavoisier et ensuite les recherches de François Magendie vers 1840, cette science
chimiques qui désignent les produits alimentaires par des éléments nutritionnels, des nutriments chimiques complétés par les vitamines qui ont été découvertes au début du XXe siècle. Et donc, il y a aujourd'hui le mythe d'une alimentation scientifique qu'on a présenté de manière grand public, on va dire, sous la forme d'une pyramide qui a l'excellence de cette forme idéale dans laquelle on retrouve classé plutôt avec je dirais des catégories qui sont très très faciles et identifiables pour tout le monde, les liquides, les féculents, etc., jusqu'au sucre, quelque chose donc qui est une forme d'idéal alimentaire que nous devons atteindre, et qui, vous savez, est à peu près le contraire de ce qui se passe, puisque ce qui est en haut, les biscuits, les gâteaux, les confiseries, les chocolats, les sucres et les chips, sont ce qui est le plus mangé par un certain nombre de gens, et alors que ce qui est en bas l'est ou pas beaucoup. Première réponse, donc la science, avec une forme de nutritionnalisation de notre alimentation, qui va faire que donc constamment on a des messages qui sont des messages, comme vous le savez, très difficiles à décrypter, voire contradictoires, et qui imposent aux associations de consommateurs de faire le ménage dans ce qu'ils estiment être des allégations fausses. Deuxième moyen pour essayer de compléter en quelque sorte cette nutritionnalisation, donc un contrôle par la justice de tout le processus de fabrication industrielle de l'alimentation, avec un système donc de contrôle qui va donc jusqu'à la traîner devant les tribunaux les gens qui trichent, soit sur la production, soit sur les contenus. Vous voyez ici, j'avais mis le cas de la Bretagne, pour montrer combien cette région qui s'était spécialisée dans l'industrie agroalimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu donc le tsunami de dépôt de bilan que vous connaissez depuis quelques mois, est passée par cette phase terrible qui a été donc l'introduction du système judiciaire dans la pratique alimentaire. Vous avez deuxièmement le mythe européen de l'alimentation géographique, c'est-à-dire donc un regard culturel qui est complètement différent, qui n'est pas celui des marques, mais qui est celui des appellations d'origine, en utilisant les noms des lieux où sont produits, voire assemblés les aliments. Il n'y a pas besoin pour les Français que nous sommes de savoir que même dans la silhouette de la bouteille de gauche, vous avez quelque chose qui marque l'Alsace, et que si vous avez du jambon de Parme, vous savez qu'il est italien et probablement de qualité, tout comme le Vasa suédois, ou le whisky écossais. Alors pourquoi l'origine? Parce que je dois vous dire au fond que cette question de l'origine, elle vient justement de ce mot qui a un sens très très fort, qui désigne en fait, orior est un mot latin, un verbe latin du Moyen-Âge, qui désigne la femme qui s'élève après un accouchement. Voilà, l'origine c'est ça. Et ce qui a donné le mot orient, qui est orienté, qui est l'endroit où le soleil se lève. Donc c'est se lever après un acte de naissance, l'origine. En un lieu L et un instant T. Et que nous retrouvons sur nos papiers d'identité. Vous savez que l'invention des papiers d'identité, au fur et à mesure que la circulation s'est développée dans l'Europe du XVIIIe siècle, s'est faite par la désignation patronymique et je dirais familiale, du nom et du prénom, mais qu'elle a été complétée par le lieu de naissance et la date de naissance. Et le lieu de naissance est encore quelque chose. Alors on m'a dit que en Suisse alémanique, dans certains cantons, on mettait la région et pas le village, mais par ces exceptions, d'une manière générale, il y a un référent qui est toujours un lieu. Et donc qui va faire que quelque part, lorsqu'on vous parlera de votre lieu de naissance, vous savez très bien que ça va quand même vous toucher d'une manière ou d'une autre, et ça certifie que
en ce lieu-là, à cet instant T, il n'y avait rien d'autre qui s'est passé que votre naissance, hein, ou que la fabrication de tel et tel produit. C'est pour cela, donc, progressivement, hein, notre alimentation, qui avait pris le large avec l'industrie agroalimentaire, qui avait fait des marques mondiales, hein, s'est mise à prendre un contenu identitaire. Je vous ai mis à gauche le premier système de marquage qui est anglo-saxon, hein, qui vise à marquer les produits alimentaires à partir du nom de ceux qui les fabriquent ou qui les vendent. Hein. Par exemple, la marque Twining, hein, désigne tout simplement une famille qui s'appelait Twining et qui a été marchande de thé, puis ensuite productrice et évidemment exportatrice et vendeuse de thé. Heineken, c'est la même chose. Hein. Freddy Heineken, vers 1875, invente la levure qui est toujours la même dans ses bouteilles. Alors même qu'à gauche, à droite, vous avez donc un système qui est un système géographique, hein, où là, on n'a plus seulement des industriels, voire des marchands, hein, mais nous avons plutôt des paysans, hein, qui vont donc mettre en avant un lieu où a été produit un bien alimentaire, en l'occurrence ici, vous voyez, du fromage. Hein. Les marques donc sont nées de l'univers des univers commerciaux. Hein. Vous voyez qu'on utilise les noms des fondateurs toujours. Et quand on n'a pas de fondateur, eh bien, on invente quelque chose qui est en référence à une mythologie. Par exemple, Mars, qui rappelle le dieu de la guerre, qui va faire des guerriers, ceux qui mangent ces barres chocolatées, hein, de la même manière que ceux qui mangeront du caviar, hein, à la fois prendront l'œuf à la racine même de la vie, l'œuf c'est quand même la vie, et évidemment une part de ce mystère qu'est la Russie des tsars, avec cette excellence très cultivée par la marque, vous voyez, qui a pris le nom du tsar lui-même. Alors que dans les modèles géographiques, hein, on est plutôt dans le système paysan, hein, où on va donc demander à des gens en Camargue ou en Bretagne de racler la surface du Marais Sallant pour essayer de donner quelque chose qui est, voyez, qui a la signature locale, tout comme les Japonais, vous voyez, s'amusent à masser le bœuf de Kobe avant de lui faire un sort pour qu'il termine dans notre assiette. Mais je mets à dessein cet exemple japonais parce que, contrairement à ce que nous pourrions penser, hein, le Japon, qui est si proche de nous, pas seulement par les mangas ou les impressionnistes, le Japon est surtout très proche de nous parce qu'il est resté, malgré l'urbanisation, une société de culture paysanne. Les Japonais aiment leur campagne et ils l'aiment en refusant tous les riz qui viennent d'ailleurs que de leur campagne. Il y a un attachement à la rizière au Japon qui est à peu près équivalent à notre attachement aux résidences secondaires. Puisque vous savez que nous sommes les champions du monde des résidences secondaires. Nous nous ruinons pour acheter des maisons dont nous fermons les volets 11 mois sur 12. Parce que ça nous rattache en quelque sorte à ces lieux que nous avons été les derniers à quitter, hein, de l'Occident, puisque nous avons notre migration de la campagne, hein, en Europe occidentale. Elle s'est achevée dans les années 60, hein, c'est-à-dire donc que nous avons été les derniers à quitter ces campagnes. Dans des cas très sophistiqués, la géographie devient une marque. Hein, les Charentes, le Champagne, le Jura, le comté, le nom de la région devient une marque, hein, que l'on ne peut pas copier, hein, parce que la Champagne, c'est une région géographique dans cette France paysanne, mais qui est sur une très grande route commerciale.
et qui va donc produire ce vin qui n'a pas de grande qualité au départ, puisqu'il y a une deuxième fermentation dans la bouteille, mais qui va être sophistiqué, travaillé, et qui va produire donc ce miracle sur cette terre, très copié par la suite. On a eu une époque où on appelait ça les mousseux, maintenant nous appelons ça les créments, et donc qui raconte en quelque sorte l'aventure qu'a été la fabrication de ce vin sur cette terre. Donc, vous voyez, il y a une opposition entre culture marchande et culture paysanne, mais il y a parfois des rencontres, comme c'est le cas ici. Alors, à l'échelle mondiale, je voudrais donc, pour revenir à vos thématiques, Action contre la faim, progressivement donc aller vers des horizons un peu plus vastes. Vous rappelez qu'une des manières de porter la culture dans l'assiette, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le paysage. Et c'est très important de voir que les grands paysages, les beaux paysages, sont des paysages alimentaires. C'est toujours des paysages alimentaires. On a souvent dit la ville, la campagne. La ville, c'est l'habitat, c'est l'excellence, c'est la coprésence, c'est tout ce qu'on veut. Et la campagne, c'est le lieu. Non, la campagne, c'est aussi le lieu où une société écrit ce qu'elle veut écrire d'elle. Et moi, je vois la Rizière comme l'écriture d'une société paysanne, et qui, avec de l'agronomie, des mathématiques, des hydrologues, des géomètres, des mathématiciens, toute une classe très savante va pouvoir écrire ça. On ne peut pas écrire ça si on n'a pas de mathématiciens. D'accord ? Donc c'est très important de bien voir ça. C'est pour ça que la Rizière, si vous travaillez dessus dans la culture asiatique, c'est pour moi un espace total. Ils travaillent, les femmes, les enfants, et ils travaillent beaucoup, souvent, dur. Et que cet espace, il est reconstitué dans ces tables très abondantes, où on aime célébrer cette abondance, ce repos après le travail, qui est donc la table chinoise, dont il vous frappe qu'elle est circulaire, parce que dans la société chinoise, il n'y a pas de hiérarchie à table, et donc il n'y a pas de place centrale à table, et puis que la table chinoise est une table dans laquelle pensée par la médecine, où chaque assiette a une fonction particulière, dans laquelle vous allez, avec les baguettes, prendre ce qu'il vous faudra en fonction des humeurs que vous avez ce jour-là. Donc vous voyez que c'est quelque chose de total, de très savant. C'est savant dans son concept, c'est savant dans le sens où ça mobilise toute la société, et c'est savant dans le sens où la table est directement héritée de la médecine. J'ai pris le cas de la vigne, parce que c'est très semblable également. La vigne, parce que c'est l'accès à un autre monde. Je ne vais pas ici faire l'éloge de l'alcool. Je parle d'un vin qui est le produit de civilisation, qui est, vous voyez, ce qui va permettre d'écrire des partitions sur ces pentes, ces coteaux exposés au soleil, mais aussi donc toute cette société qui, autour du vin, va prendre le plaisir de s'enivrer. À la fois pour le plaisir d'être ensemble et pour raconter des poésies, pour écrire tout ce que l'esprit peut suggérer lorsqu'il est un peu libéré par l'alcool. Il faut savoir que jusqu'à Pasteur, on ne savait pas ce qu'était une fermentation. Et il y avait quelque chose d'assez magique dans tous ces produits fermentés dont on savait que lorsqu'on augmentait un peu la consommation, eh bien, ils nous transportaient dans un autre monde. Voilà. J'aurais pu prendre le bocage parce que je sais qu'il y a dans votre assemblée probablement des Normands et des Bretons, parce qu'il y a toujours des Normands et des Bretons dans les assemblées à Paris. Le bocage, c'est une forme d'écriture de l'espace, avec également ses codes, ses mythes. Il y a
il y a un travail absolument extraordinaire de pensée de l'espace qui a donné donc cette culture paysanne très particulière, ces produits qui sont très particuliers, qui sont ceux de la Normandie que vous connaissez, qui doivent beaucoup à la proximité de Paris d'avoir existé. Je prends, comme ça je pourrais vous faire tous les paysages. Je vais terminer par le paysage américain parce que vous voyez que là, il y a une rupture. Non pas tant que les Américains auraient inventé l'open field, qui est quelque chose de très ancien, qui date probablement des Romains, voire avant, c'est-à-dire ce champ ouvert sur la forêt, et souvent, donc, comme vous le voyez ici, dans des formes géométriques qui montrent qu'il y a une colonisation à partir de cette route en diagonale sur la photo, et qui fait reculer la forêt, et qui donne donc cette allure de lame de parquet de cet open field, ou alors des systèmes donc circulaires autour d'un approvisionnement en eau, ou encore le grand open field mosaïque que l'on a aux États-Unis, qui est donc le nettoyage de cette prairie de laquelle on a éliminé les Indiens, les bisons et les Indiens, et puis l'herbe, pour remplacer ça par les céréales, et arriver donc à quelque chose qui est très différent, qui est vraiment une rupture par rapport à ce qu'on peut avoir comme rapport à la nature, parce que ces gens qui ont bâti l'open field, c'est des gens qui étaient des migrants, des pauvres venant d'Europe, seuls souvent, et à qui on a donné un township, un casier, pour produire quelque chose qui a le même statut que le charbon produit dans une mine. C'est-à-dire que le produit agricole aux États-Unis, ce n'est pas un produit qui va lier le producteur à la terre. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Si vous avez vu ce film qui est sorti l'année dernière sur les abeilles, il y a très très beau, il y a un apiculteur en Californie, More Than Honey, à qui on explique que les abeilles sont en train de mourir et qu'il a des amandiers à perte de vue, vous voyez, et on lui dit alors, vous voyez, monsieur, les abeilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les abeilles? Il dit, oui, c'est emmerdant, les abeilles. Et ça disparaît parce que pourquoi c'est embêtant? Parce que c'est de l'argent. Voyez, nous lui posions la question sur l'abeille comme animal, et pour l'Américain, l'abeille c'est de l'argent, point à la ligne. Il ne faut pas qu'elle disparaisse parce que ça me coûte des pognons. Voilà, et donc ce modèle américain, vous voyez, qu'il a donné donc son expression extraordinaire dans la mise en place d'un système de viande industrielle. J'aime bien montrer cette photo parce qu'elle rappelle à tous ceux qui sont ingénieurs ici et qui pensent que l'automobile aurait pris son envol dans les années 20 parce que Ford et Taylor auraient inventé un moyen de produire des voitures en série. Le modèle avant la chaîne automobile, c'est le modèle de Chicago. Les animaux, vous voyez, lorsqu'ils sont tués, et mis dans ces grands parcs, et donc par ces grandes entreprises, ces animaux qui sont tués, vous voyez, ils sont pendus à des crochets, comme Rembrandt a suspendu son bœuf écorché sur l'échelle au musée du Louvre, mais sauf que cela, ça s'est fait à grande échelle, et a fait naître donc un rapport à la nourriture qui est complètement différent. Je voudrais que vous compreniez que le fast-food américain, c'est un espace ouvert sur la rue dans lequel on vient chercher de la nourriture qui a le statut d'un objet. D'accord ? Vous venez chercher un produit dont vous voyez qu'il est désigné en face de vous, voyez, et qu'il a toujours la même saveur. Vous savez que vous allez dans tel et tel fast-food, vous allez trouver quelque chose qui est complètement sûr, parce que vous connaissez son goût et vous savez que c'est comme ça qu'on fera et pas autrement. C'est une boutique. Voyez, dans le cas européen, dans le cas français, je voudrais que vous compreniez, et surtout parce que nous sommes ici probablement au cœur de ce qui a été le Paris qui a inventé les restaurants.
C'est probablement les premiers restaurants, c'est là, rue du Boulois, dans ces coins-là, à la Révolution, au moment où les chefs qui travaillaient pour les aristocrates et pour le Louvre, à qui on faisait des misères parce qu'on avait coupé la tête aux aristocrates et parce qu'on avait éloigné les chefs, eh bien, se sont mis à ouvrir des restaurants autour du Palais Royal. Et donc, on conçu cet espace, vous voyez, comme quelque chose d'absolument merveilleux qui n'a rien à voir avec l'auberge, où on va et on mange le plat qui est sur la table à côté de gens qu'on ne choisit pas. Le restaurant, donc, est un lieu où on se met à table avec des convives que l'on a choisis et pour manger des choses que l'on va choisir sur une carte. D'accord? Donc, quand vous entrez dans un restaurant, oui, moi, quand je vais dans un restaurant, je regarde le Zagat, le Michelin, etc. Je sais ce que je mange. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous allez au restaurant, bien sûr que vous avez des indications. Vous savez vaguement qu'il y a ceci, cela, mais vous ne savez pas du tout quelle sera l'expérience. Vous voyez, le restaurant, c'est une expérience. C'est un risque. C'est quelque chose qui est un contrat. Il n'y a pas de marchandises dans le restaurant. Il y a la confiance que l'on accorde aux cuisiniers et aux serveurs. D'accord ? En France encore plus, parce que la France a inventé ce type de restaurant dont vous voyez que pour moi, il ressemble à une scène de théâtre avec des micro-scènes, parce que le roi était quelqu'un qui a eu ce génie de mettre en scène ces moments à table. Vous savez qu'à Versailles, il n'y avait pas de salle à manger. La salle à manger, ça n'existe, ça ne se met en place qu'au XIXe siècle. Et donc, Louis XIV, d'abord, au début, il mange sur son lit, des tables avec des tréteaux, puis après, on aménage un peu, et il mange seul. Et il est dans une position de pouvoir, et il représente le repas comme une scène. Ça, c'est très important. Vous voyez, en mettant la nappe qui rappelle la nappe blanche, si vous voulez, c'est pas seulement quelque chose qui est destiné à montrer que c'est propre. La nappe blanche, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des arts de la table, mais la nappe blanche, c'est quelque chose qui fait allusion, la table, si vous voulez, la table, comme celle-ci, un peu plus basse, celle sur laquelle nous mangeons, c'est la table qui est celle du sarcophage, qui a la taille du sarcophage. Si vous allez en Géorgie ou en Arménie, et que vous allez voir des ancêtres, par exemple, vos hôtes vont vous dire « Ah ben tiens, nous allons voir la grand-mère », alors que vous savez qu'elle est morte. En fait, nous allons voir la grand-mère au cimetière. Et nous mettons une nappe sur la tombe, une nappe blanche comme celle-ci, et nous buvons et nous mangeons à la santé de la grand-mère. Voyez. Et qu'est-ce que c'est que cette nappe? Vous voyez, cette cérémonie sur le sarcophage ou le cercueil, c'est une cérémonie qui est rappelée par le drap blanc dans lequel vous êtes né et le drap blanc dans lequel vous serez enseveli. D'accord? Et donc la nappe, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose pour faire joli. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort et c'est la raison pour laquelle il y a des nappes d'autel dans les églises pour rappeler justement cette histoire de linceul. Donc, vous voyez, ça va très loin. Je ne vais pas vous raconter tout dans le détail, mais c'est pour vous dire que de manière implicite, lorsque nous mangeons au restaurant, nous sommes dans quelque chose qui est absolument incroyable. Si vous discutez avec des anthropologues, par exemple, prenez un anthropologue mexicain, argentin, chinois et invitez-le dans un restaurant un petit peu parisien, vous voyez, et demandez-lui de décrire la scène. Vous allez voir qu'il va être aussi étonné que Lévi-Strauss en Amazonie. Aussi étonné. Parce qu'il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles et que nous traînons depuis Louis XIV, pour ne parler que de lui. En Chine, le banquet est quelque chose qui a une fonction qui est moins théâtrale, pour ceux d'entre vous qui ont participé à des banquets en Chine, mais qui a une fonction donc des réunions, bien sûr, qui a une fonction de distinction, parce qu'il faut en jeter à la vue aux autres. Il y a quelque chose de très, très fort dans ce qu'on projette sur le banquet en Chine, et puis également de la médecine, de guérir. Toutes ces petites assiettes que vous voyez sont des plats qui ont été composés par des médecins qui ont assigné à telle et telle plante telle et telle valeur.
Voilà, en Chine, effectivement, on n'est pas sur la table avec le sarcophage près du mort pour se souvenir de lui et profiter de ce qu'il nous a donné. Hein, à la tante un tel, qu'est-ce qu'on les met et on boit à sa santé, hein, ou à ce qu'elle nous a donné. Les Chinois, eux, sont près de la vie, hein, et comme les autres dans un restaurant sont près des poissons dans l'aquarium. Hein, parce que normalement, le poisson dans l'aquarium, il est fait pour passer dans l'assiette. Et pour rappeler que la vie que vous allez voir à l'entrée du restaurant, hein, c'est celle-là même que vous allez retrouver dans l'assiette. Ce n'est pas pour décorer. Hein. Donc, chez les Chinois, vous voyez que c'est très fort. Hein, c'est extraire la vie par le Tao, hein, ce qui donne effectivement aux Chinois une très grande confiance. Hein. Ce sont des gens qui mangent, vous savez, de tout. Hein. Et qui cherchent l'harmonie dans le même système que le nôtre, hein, un petit peu plus sophistiqué, hein, qui est donc ce système de médecine qui rappelle la médecine hippocratique, hein, à partir des grands éléments de la vie, hein, qui correspondent à des organes du corps, hein, qu'il faut nourrir avec des principes que vous allez trouver dans tel et tel plat. Voilà. Donc on dira que effectivement les Chinois et l'Europe, hein, sont très proches dans leur manière d'appréhender la nourriture, parce qu'il y a cette idée de sociabilité, il y a ce théâtre, il y a la médecine, hein, et il y a donc quelque chose qui rend ce moment collectif extrêmement fort, et qui peut être exploité aux différents âges de la vie. Vous voyez que ces jeunes qui sont en train de fêter leur examen, hein, sur une table bien blanche, hein, ils n'ont pas grand-chose à manger apparemment, hein, mais au fond, ce qui va compter, c'est de boire et d'être ensemble, et de chanter, de raconter des bêtises, et de se libérer en quelque sorte de tout ce qu'ils ont emmagasiné par la suite. Les Chinois, vous voyez que c'est une société extrêmement joyeuse dans laquelle, vous voyez, on aime se retrouver ensemble dans des grands ensembles bruyants et de partager des choses avec un service qui est très abondant. J'arrive sur la fin de mon travail parce que je voudrais vous poser des questions et qu'on discute un peu sur ce qui va se passer à partir de là. Sur cette carte que j'ai reproduite dans un de mes livres, pour rappeler en quelque sorte que plutôt que d'avoir une carte du monde où vous avez le riz en Asie, le blé en Europe et au Moyen-Orient, et le maïs aux États-Unis et dans l'Asie. Enfin, vous avez bien sûr ces grands systèmes céréaliers, mais il me semble que vous avez quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est un système alimentaire fondé sur l'industrie, hein, qui est marqué en foncé à partir du modèle américain qui a beaucoup diffusé, modèle américain et nord-européen, hein, qui a beaucoup diffusé en Europe, notamment en Australie, hein, et puis ailleurs aussi, bien sûr. Un modèle issu de cultures gastronomiques. Gastronomique, ça veut dire donc des cultures qui aiment réfléchir et exacerber ce plaisir d'être à table, hein, qui se racontent des histoires à table. Donc vous avez l'Europe et vous avez la Chine et l'Inde, hein, qui sont aussi bâtis sur des grands empires avec des aristocraties, des monarchies, des empereurs qui font bombance et qui donnent en quelque sorte le modèle. Hein. Voilà. Vous avez ensuite des cultures alimentaires paysannes, hein, qui sont encore plutôt les cultures du Sud. Hein, l'Afrique et l'Amérique latine, c'est une carte très simplifiée, mais qui vous permet de comprendre un peu, par exemple, pourquoi dans nos restaurants, il y a beaucoup peu de choses qui viennent de l'Amérique latine, hein, et qu'il est très difficile de trouver des restaurants africains à Paris. Parce qu'on est dans des systèmes où ça bouge pas beaucoup, mais ça commence à bouger, et ça ne va pas cesser de bouger. Et puis vous avez un modèle qui est sur l'ancien monde, vous voyez, ce modèle pastoral, avec donc des cultures alimentaires où la viande est au centre du repas, et des grandes pensées
alimentaire, à partir donc de la Mongolie, ce modèle qui a émigré vers la Turquie, le Maghreb et vers l'Europe occidentale, qui est donc un modèle dans lequel la viande, le ragoût, etc., est quelque chose de très central. Voilà, et puis vous avez les zones peu peuplées. Donc quelque chose qui permet en quelque sorte de mettre en ordre la planète à partir de systèmes différents et de comprendre, par exemple, pourquoi cette famille en haut, si vous connaissez ces photos de Peter Menzel, cette famille australienne, dont vous voyez que les adultes sont quand même particulièrement bien en chair, vont avec une consommation considérable de viande et de produits animaux. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont mangé, ces gens-là, ce qu'ils ont mangé en une semaine. Et comment la culture alimentaire des adultes risque d'être celle des enfants. Et nous ne voyons pas que les enfants qui ont l'air tout à fait bien dans leur poids échappent en quelque sorte à la culture alimentaire des adultes. De la même manière, en Chine, vous voyez donc cette famille qui vit au nord de Pékin, qui n'est pas très pauvre, mais qui arrive quand même de son jardin à tirer un certain nombre de légumes, eh bien, donc, elle a moins à manger, les gens sont un peu plus petits, je dirais le système familial fonctionne très bien avec les générations, parce que vous avez sur cette carte, vous savez, sur cette photo, 4 générations. Voyez, et puis l'homme qui commence à se mettre à la bière, du bon côté de l'alcool, et la grand-mère, vous voyez, du côté du riz, et les autres donc sur le jardin où ils ont travaillé. Ces gens, c'est très intéressant, cette famille qui n'a pas l'air de mourir de faim, rêve, nous dit-elle, d'aller un jour au restaurant. Elle n'a jamais pu aller au restaurant. Vous voyez. Voilà, donc les cultures alimentaires, vraiment j'insiste sur le fait que nous sommes dans ce partage entre l'Asie et l'Europe. Regardez quand même dans ce restaurant chinois, comment la blanche n'existe pas parce que la couleur de la fête c'est le rouge. Comment dans ce système, on est dans une célébration très complexe de la nourriture, où finalement on est en droit de penser qu'il n'y a absolument pas d'inquiétude à se faire pour la Chine et tous les pays qui sont leurs voisins. Contrairement à l'Inde et à d'autres pays qu'on va voir dans un instant. Vous avez les Américains, donc, qui eux, donc, pas tous, bien sûr, c'est un modèle, je dirais, qui est peut-être en train de se marginaliser, où les cultures donc, sont des cultures essentiellement commerciales, avec des produits qui sont vendus un peu tout le temps dans la journée. La notion de repas est très faible, puisque ce qui compte pour le mangeur, c'est d'avoir satisfaction au moment où il a faim. Il n'y a pas de célébration sociale. On mange quand on a faim. Vous avez vu que les Américains mangent dans le métro, mangent dans la rue. C'est impressionnant. Quand on se promène sur les campus américains, j'ai vu il n'y a pas longtemps, à 8 h du matin, les étudiants vont avec à la main gauche le téléphone et à la main droite une bouteille d'eau à 8 h du matin. Vous voyez, ils quittent leur chambre et ils ont sur la main gauche, la main droite, la bouteille d'eau qui a été donnée, mise par un industriel très malin qui a fait croire que, évidemment, à 8 h du matin, par une température de 12 degrés, vous aviez besoin d'eau absolument tout le temps. Voilà. Et puis, je vais terminer là-dessus parce que vous allez voir que ça va nous ouvrir ce débat, une question assez importante qui est culture africaine. Qui n'est pas le repas africain typique, il n'y a pas de restaurant de repas africain typique, mais vous voyez, qui vous montre par contraste ce que c'est que le rapport à la nourriture dans ces pays. Et vous voyez que dans cette scène, d'abord les places sont bien différenciées selon que l'on est un homme ou une femme, qu'il n'y a pas de table, qu'on est ensemble quand même.
D'accord. On ne partage pas forcément la parole. Parfois, on peut partager, mais on ne partage pas forcément. Hein. Et c'est quelque chose qui est extrêmement déstructuré. D'accord. Il y a quelque chose de désespérant dans cette photo parce que quand on a travaillé avec les gens pour prendre cette photo, hein, on s'est rendu compte qu'en fait, on a découvert que les Africains n'aiment pas manger. Enfin, en tout cas, pas dans le sens où nous, vous voyez, nous sommes en train de penser aux macarons que nous allons manger en sortant, parce que nous avons vu que nous sommes en train de penser au repas que nous allons faire dimanche, parce que nous allons à tel endroit et que nous savons que... et puis que lorsque nous serons à table dimanche, eh bien, nous parlerons de ce que nous avons mangé cette semaine et de ce que nous mangerons la semaine prochaine. Il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel en Europe. Il n'y a pas ça. Ce qui fait société, ce qui fait sens en Afrique, ce n'est pas la nourriture. C'est la danse, c'est je ne sais pas quoi. Mais on a un thésard qui travaille là-dessus, mais c'est sans doute pas la nourriture. Alors on a par exemple dans les îles tropicales des Antilles, des éléments de réponse. Alors pourquoi, par exemple, alors qu'il y a les meilleures fèves de cacao du monde entier, vous laissiez pourrir les fèves de cacao, hein? Eh bien, nous disent les Antillais, les Guyanais, hein, parce que ramasser des fèves, c'est faire le geste que faisaient nos ancêtres lorsqu'ils étaient enchaînés pour cultiver le sucre dont vous aviez besoin au XIXe siècle. Donc il y a ce rapport à la terre qui est un rapport extrêmement biaisé, dans lequel finalement ce que nous voyons nous comme un endroit pourvoyeur de vie est chez eux, dans beaucoup de cultures africaines, pourvoyeur de malheur et de mort. Voyez. Donc là, il y a un vrai travail que nous faisons actuellement pour savoir comment les Africains pensent la terre, comment les Africains pensent la vie qui surgit, qui nous émerveille, qui eux ne les impressionne pas. Et pourquoi manger, c'est rassembler des gens qui ne se parlent pas, hein, qui n'ont pas de plaisir à être ensemble. Alors, vous allez me dire, mais non, il y a aussi plein de cas où c'est pas comme ça. Bien sûr, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça partout. Mais dans le fond anthropologique, j'ai beaucoup travaillé avec Emmanuel Todd là-dessus, qui travaille actuellement sur la définition de la famille africaine. Il y a des éléments comme ça qui nous laissent penser que la culture africaine, elle est rétive à toutes ces questions alimentaires. Et moi, ça me rend très pessimiste vis-à-vis de ce qu'on pourra faire en Afrique. Non seulement parce que je vais chez les démographes qui me disent que la population de l'Afrique va doubler d'ici les 25 ans, hein, qu'ils sont 1 milliard, dans une génération ils seront 2 milliards. Donc nous avons déjà du mal à nourrir 1 milliard, donc ça va être compliqué. Mais qu'en plus, hein, voilà, quand on essaie de voir pourquoi tous les apports agronomiques qu'on a fait, techniques, et qu'on a mis en place, sans doute de manière très maladroite, pourquoi ça ne prend pas, pourquoi ça prend mal, pourquoi ça ne marche pas, hein. Il y a quelque chose qui relève de la culture africaine, des cultures africaines, de l'anthropologie africaine, hein, et qui devrait trouver sa réponse exactement comme nous comprenons pourquoi les Japonais vont dans les restaurants de fougou et pourquoi nous aimons le chocolat alors que notre diététicien nous a dit que c'était pas bon. Voilà. Merci de votre attention et surtout, donc, nous allons discuter ensemble parce qu'il y a beaucoup de questions, j'imagine, à partir de ce que j'ai dit. J'ai essayé de suivre votre exposé et j'ai une question simplement sur comment vous l'avez fondé. Il me semble qu'il est fondé sur l'observation des urbains et assez peu des ruraux, notamment vos derniers points africains qui quelque part m'a un petit peu gêné. Voilà. Non, mais il n'y a pas de point de vue. Je ne pense pas que rural, urbain, par exemple sur la culture de la table,
soit si dissemblable. Bien sûr, ce qui est dissemblable, c'est les rythmes de travail qui imposent de manger des sandwichs à midi devant un ordinateur. Hein, nous n'avons pas le temps. Bien sûr, il y a tout ça, mais il y a quand même quelque part une culture, un fond culturel que les anthropologues ont découvert il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on a fait des études statistiques en France pour savoir pourquoi le système américain ne marchait pas bien. Pourquoi, par exemple, alors que McDo est là depuis 30-35 ans, fait des efforts, hein, vend des sandwichs, met des fromages AOC dans son... Pourquoi McDo reste le symbole de la malbouffe? Et il y a quelque chose qui est que en France, par exemple, on est à 78% de la population qui, à 13 heures, est à table, assis pour manger. Voilà. Ça, c'est par exemple quelque chose, vous voyez. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'abord, ça, c'est ville-campagne, c'est partout. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont très, très, très universelles. Ah, bien sûr, je veux bien croire que les AMAP, ça ne va pas marcher dans les campagnes, que les supermarchés, ça marche mieux dans les... ça marche très bien, ça s'est imposé dans les campagnes parce qu'on a nettoyé, en quelque sorte, la campagne de tous ces systèmes de distribution anciens. Enfin, bon, c'est sûr, après, dans le détail, mais moi, si vous voulez, en 1 heure et quelques, où je suis là pour déclencher des discussions. Forcément, je vais être caricatural dans tel ou tel point, mais les questions sont là pour essayer d'affiner les choses. Après, je pense que quand on compare un comportement d'un mangeur au Japon, moi j'ai fait des films, hein, au mi-temps de la journée, au Japon ou en Europe, c'est à peu près pareil quand même. C'est quelqu'un qui a peu de temps, voilà, et qui veut manger vite, et quelque chose de pratique, voilà, et quelque chose qui est quand même construit, je dirais, qui a une certaine qualité culturelle. Voilà, ça c'est vrai. Voilà. Après, l'Afrique, c'est vrai qu'on a commencé à travailler un peu plus tard. C'est sûr que la ville et la campagne, c'est pas pareil. C'est sûr que la photo que je vous ai donnée, une photo de l'Afrique, c'est pas... Voilà, je suis entièrement d'accord, mais c'est simplement pour mettre le point sur quelque chose qui est, vous savez, de dire que les Africains, bon, il faut aider ou pas aider, c'est un débat on peut ouvrir si vous voulez, mais que moi je ne fais pas. Que les Africains, en tout cas depuis un certain nombre de décennies, ont pris en charge dans certains cas leur agriculture et leur alimentation, mais que d'une manière générale, ils n'ont pas du tout l'environnement culturel de la Chine, voilà, ou même de l'Europe médiévale. Il y a une culture technique, une culture, un rapport à la terre qui est très différent. Voilà. Mais c'est compliqué parce que ça change selon les religions. Ça change selon les sociétés. Le Sénégal, c'est pas la même chose que le Cameroun, c'est pas la même chose. On sait bien tout ça. Hein. C'est sûr que l'Afrique sèche et l'Afrique humide, c'est pas pareil. C'est sûr que Madagascar, par exemple, on a étudié un peu Madagascar, hein, et on a essayé d'évaluer le temps que consacre un adulte malgache à la ville et à la campagne à cultiver sa relation avec les morts. Hein, vous savez qu'il y a en Madagascar, il y a un vrai rapport à l'au-delà qui passe par des rites extrêmement compliqués et qui mobilise beaucoup de force, beaucoup de nourriture, beaucoup de rites. Voilà. Eh ben, c'est tout. Après, on constate qu'ils passent beaucoup de temps pour ces choses-là qui sont très importantes dans leur culture, mais qui, effectivement, font défaut quand on compare, par exemple, les temps de travail dans une société indonésienne, hein, et dans une société malgache. Voilà, temps de travail agricole, passer au champ pour quelque chose qu'on va stocker et distribuer. Ben, on ne retrouve pas les mêmes choses. Hein. Mais après, je suis d'accord, si vous travaillez à l'échelle micro, voilà, si vous avez l'habitude de terrain très fin, etc., ben, ce que je vous ai dit là, ça vous paraît probablement très loin. Ça, c'est sûr. Oui.
dans les phénomènes un peu récents et qui se traduisent dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de cultures sous des formes assez diverses, y compris en Afrique d'ailleurs. Vous avez assez peu parlé finalement de l'obésité et de tout ce que ça comporte de rapport entre l'humain et l'alimentaire. Bon, l'obésité, effectivement, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que l'obésité, pour moi, on est en train de faire une carte pour un atlas qui va sortir à l'automne, une carte de l'obésité dans le monde. L'obésité, pour moi, c'est une construction culturelle, et essentiellement de l'Amérique. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a un corps qui se déforme sous l'abondance, pas contrôlé ou favorisé par des règlements génétiques. Je n'entre pas dans le détail sur les origines de l'obésité, mais moi, ce qui me frappe, quand je travaille sur le rapport au corps, je prends par exemple une femme américaine qui a 60 ans, qui a un certain poids, qui est probablement un poids moyen, avec sa taille corpulence moyenne, qui lui donne le sentiment qu'elle est obèse. Et ce modèle-là transposé en Inde, où la femme est habillée avec des vêtements amples, et dans une culture où finalement l'obésité n'existe même pas. Que les femmes, elles ont des formes à un certain âge qui est lié à la maternité, à plein de choses, voyez, où l'obésité n'existe pas et où on est devant quelque chose qui ne veut rien dire par rapport aux États-Unis. Voyez. Et donc si on travaille sur cette question et qu'on prend le poids moyen des populations, on va effectivement faire des cartes, mais qui n'ont pas de sens, parce que être fort ou en indice de masse corporelle supérieur en Inde, à un certain âge, non seulement c'est pas grave, mais c'est même plutôt bien. Voilà, ça vous expose moins aux maladies que si vous êtes maigre et mal nourri. Donc, voilà. Après, chez nous, si vous parlez de l'obésité en Europe et dans les pays riches, bon, pour moi, l'obésité, c'est une maladie de l'abondance. Hein, c'est tout simplement ça. C'est qu'on n'a pas assez contrôlé notre abondance alimentaire. On a eu des systèmes industriels et commerciaux très puissants qui ont littéralement dévasté le commerce traditionnel, qui était un commerce de proximité, avec des choses qui se faisaient dans une transaction qui était une transaction qui valait ce qu'elle valait, mais qui était une transaction personnelle, à quelque chose qui est un système de masse où l'objectif est de faire en sorte qu'il faut que vous consommiez le plus possible pour remplir le plus possible les caisses de l'entreprise. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, là, on a réfléchi à ça. On est dans une phase de réflexion là-dessus, d'où la question sur l'obésité, les maladies liées à l'abondance. Il y a l'obésité, mais il y a aussi toutes les maladies neurodégénératives qui nous touchent tous, plus ou moins, et qui posent la question de savoir si on peut se nourrir autrement. Est-ce qu'il y a bien un lien? Tout ça, c'est pas toujours avéré, mais c'est quand même assez probable qu'il y ait des liens. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que dans mon université, au quartier latin, dans un endroit où normalement je devrais voir mes étudiants chez De Clercq, là, manger des frites, c'est ça, dans les McDo, eh bien, mes étudiants ont monté une AMAP. Vous voyez ? Ils ont trouvé un paysan dans l'Essonne qui, le jeudi, apporte des paniers. Voyez, donc, Institut de géographie, École normale supérieure, École des mines, voyez, des paniers à 10 € dans lesquels il y a des objets comestibles non identifiés, qu'ils me photographient avec leur téléphone en disant « Monsieur, on a reçu ça, c'est quoi et ça se mange comment ?» Et puis je leur dis « C'est des côtes de bête. » Je ne savais pas ce que c'est, des côtes de bête. Et la recette, c'est marmiton.org. Puisque votre grand-mère n'a pas fait son boulot, allez voir sur le site de Marmiton. Voilà. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on me dit, oui, c'est l'élite, bien sûr. Bon, c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Mais ça veut dire quand même que vous avez une société qui est dans la rupture, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, de 15 à 25 ans, mais qui est dans la rupture vis-à-vis du modèle dominant, et qui est en train de construire un rapport à l'alimentation qui est nouveau.
Voilà, et qui, moi, m'intéresse parce que voilà, je ne comprends pas comment des jeunes qui sont nés en ville aient pu faire ça. Alors, quand je leur dis, comment vous avez été chercher paysans, ils ont été chercher paysans sur Internet. Vous voyez, et alors que, bon, dans notre cas, ça paraissait plutôt, on connaît quelqu'un, une terre, je ne sais pas quoi. Non, vous voyez, ils ont procédé complètement différemment et ils sont en train d'inventer un modèle dont je ne sais pas s'il va durer. Mais ce que je constate, c'est que d'année en année, la map se développe. Il y en a même 2, il y a même 3 distributions, voilà, et qu'il y a une liste d'attente et que donc, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Madame, impatiente, donc on va lui donner le micro parce que je n'ai pas terminé, mais si elle veut parler. Non, j'en prie, madame, allez-y, parce qu'elle est très impatiente. Ça... Bonjour, excusez-moi, j'avais cru que vous aviez fini. Je ne suis pas du tout impatiente, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Rapidement, je rejoins un peu la question de mon ami qui est assis à côté de moi. Sur la notion, je trouve que la réponse entre urbains et ruraux, j'aurais aimé aller plus à fond. Et surtout, il me semble que ce qui aurait été intéressant, c'est de parler des CSP, catégories socio-professionnelles. Alors je vais dire CSP ou alors différenciation entre les populations pauvres et les populations qui ont les moyens de se nourrir. Et il me semble effectivement que vous avez présenté plutôt la première catégorie que la deuxième. Et donc ça serait quand même intéressant pour l'accès justement à cette compréhension. Et puis ce que j'aimerais, c'est dans quel cadre, votre étude vous avez expliqué un peu, mais dans quel cadre plus précisément vous l'orientez, quel va être l'objectif. Après vous avez parlé d'Emmanuel Todd qu'on connaît bien. Je voudrais savoir un peu comment, et puis parce que vous avez parlé très très vite du continent africain. Bon, comme vous l'avez dit, c'est immense. Et je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que vous avez dit. Et puis alors, je ne plongerai pas sur les Outre-mer, où là, je pense que, pareil, même si je comprends ce que vous avez fait allusion sur la fève de cacao, mais là, dans les Outre-mer, il y a une relation à l'alimentation qui est tellement prégnante que je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Hein, parce que là, c'est très, très, très important, la relation à l'alimentation. Ça n'empêche pas ce que vous avez dit par rapport aux fèves de cacao, qui est une approche très différente. Mais voilà, j'aimerais, donc je voudrais un peu savoir, avoir le fil conducteur, l'objectif par rapport à votre ouvrage. Et puis, pour relier un peu avec les préoccupations d'Action contre la faim, c'est sur toutes les catégories qui sont plus, qui n'ont pas accès à tous ces produits. Et puis, le lien aussi avec, on en avait parlé la dernière fois, le gaspillage alimentaire. Nous nous inscrivons pas en faux par rapport à la sociologie, hein, j'ai bien conscience, mais la sociologie a travaillé sur l'alimentation depuis longtemps. Et pour nous, la sociologie, elle ne va pas, et c'est un élément important, bien sûr, il y a l'alimentation des riches, des pauvres, ça c'est clair, mais c'est pas suffisant. Je dirais, il y a énormément de pauvres qui peuvent faire de la gastronomie chez eux avec rien. Je veux dire, ça a été... donc, moi, j'aime bien ce que font les sociologues, mais les sociologues, à mon avis, travaillent trop avec les chiffres, voilà, trop avec des moyennes, des choses comme ça. Mon approche, elle n'est pas celle-ci, elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de compter les gens par des comportements et de dire, il y a tant de gens qui font ceci, c'est là, oui, ça on sait. Et merci les sociologues, mais l'approche c'est de savoir pourquoi les gens font ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi il n'y a pas dans les modèles sociologiques des choses qui vont m'expliquer pourquoi des étudiants de sciences sociales montent des AMAP? Voilà, il n'y a pas, c'est pas expliqué. Bon, ça c'est et puis il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas expliquées. Hein, donc voilà notre point de départ, c'est une approche intellectuelle. Par exemple, c'est de savoir à table les comportements dans une boutique. Voilà. Je vais vous donner un exemple. On nous a demandé de travailler, une société nous a demandé de travailler sur le plaisir. Il est très clair que nous mangeons tous pour le plaisir, hein, tous. Voilà. Et que tous les produits alimentaires ont été fabriqués pour nous donner ce plaisir. Hein. Sauf que ce truc qui a été fait sur le plaisir, vous voyez,
Quand il arrive que vous soyez sur une autoroute et que vous avez faim, qu'il est 11 h du soir, qu'il n'y a presque plus rien à manger, et que vous arrêtez sur une autoroute pour manger un sandwich au thon. C'est pas compliqué, un sandwich au thon, vous voyez. Mais à 11 h du soir, sur l'autoroute, il n'y a pas de sandwich au thon. Il y a juste un truc qui se balade avec une salade à moitié flétrie, vous voyez, qui est posée à côté d'un rayon de bidon d'huile pour la voiture. Voilà, d'accord. Alors vous êtes obligé de manger quelque chose que vous n'avez pas choisi, qui est dans un endroit un peu dégoûtant, hein, qui sent l'essence, qui sent je sais pas quoi, et qui est pas du tout ce que vous voulez, et qui est estampillé comme un truc plaisir, qui va apparaître dans les statistiques des sociologues comme étant ceci, cela, mais qui n'est pas l'expérience que vous allez faire du produit tel qu'il a été pensé. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, je crois qu'il faut, sur l'alimentation, il faut des études plus qualitatives et plus fines sur les comportements. C'est pour ça que, par exemple, sur l'Afrique, où nous démarrons seulement les choses, hein, où nous confions les études sur l'Afrique à des Africains, hein, et je dis bien, j'insiste beaucoup là-dessus, les gens qui font des thésards avec moi. Comment ? Sur ce sujet, il serait important de les confier à des Africaines. Oui, africaines. En l'occurrence, c'est celles qui travaillent chez les Arachides et les Burundaises. Voilà. Donc, quand j'ai dit africain, c'est, excusez-moi, je ne vais pas jusque-là, mais voilà. Bon, effectivement, africains ou africaines, des gens qui sont intéressés par notre démarche et qui vont faire des études un peu, je dirais, dans différents milieux de l'Afrique. Par exemple, pour ce qui nous intéresse d'abord, c'est de savoir donc le rapport à la terre, la différence entre l'Afrique sèche et l'Afrique humide, dans le sens où il y a des endroits en Afrique où il est facile de produire des biens alimentaires et il y a des endroits où il n'est pas facile de produire des biens alimentaires. Il y a des sociétés qui travaillent plus facilement la terre que d'autres parce que j'étais évidemment très rapide, etc., etc. Donc vous avez des cas très très compliqués qu'il faut étudier et qui vont nous aider à comprendre finalement pourquoi, de siècle en siècle, alors même que les historiens ont parlé de l'esclavage, que les économistes ont parlé de la domination, que les sociologues ont parlé de tout ça. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Voilà. Mais pourquoi il n'y a quasiment, si on prend le problème sur le plan quantitatif, il n'y a quasiment aucun progrès sur l'alimentation dans ces sociétés-là. Voilà. Pourquoi c'est si difficile ? Voilà. J'ai été en Afrique comme vous, j'ai vu que la plupart de la société africaine, des sociétés africaines tiennent sur les femmes qui prennent en charge un travail considérable, pas seulement d'approvisionnement, mais d'organisation de la société. Todd a fait des systèmes familiaux extrêmement riches pour montrer pourquoi les femmes sont si présentes et pourquoi les hommes sont si peu présents. Alors, bien sûr, on dit ils sont fainéants, ils sont lâches, c'est tout ce qu'on veut, bien sûr, c'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé du tout. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà. Et là-dessus, donc, il y a des réflexions qui sont en cours sur le travail, sur le terrain, par les uns et les autres, et sur les imaginaires. Sur les imaginaires. Hein. Qu'est-ce que veut dire Alors, on sait, par exemple, sur les sociétés nomades. On sait que les sociétés nomades, par exemple, ont des animaux qui correspondent à des propriétés familiales, qui vont être mélangés, mêlés à des échanges lors des mariages, tout ça on sait. Voilà. Mais après, sur la nourriture, c'est-à-dire comment on passe de l'animal à la nourriture, c'est compliqué. J'ai vu une anthropologue à Niamey qui m'a expliqué qu'elle est prof à l'université et elle a un troupeau, de 120 chèvres à 150 km de la ville. Elle est propriétaire de troupeau. Elle a délégué des femmes qui récupèrent le lait de ces chèvres, qui ensuite le distribuent dans un circuit court, forcément, parce qu'il n'y a pas de système de conservation, pour nourrir telle et telle personne, alors parfois gratuitement, parfois pas gratuitement. Vous voyez, un système extrêmement complexe de liens entre une personne qui est en ville et qui va travailler avec des gens qui sont à la campagne à partir d'un cheptel qui est vu comme un capital. Voilà. Après, sur le lien ville-campagne, si vous voulez, bon, là, je ne vais pas polémiquer, parce que c'est un peu notre métier, géographe.
Voilà. Et on est un peu sorti de là. Voilà. Il se trouve quand même que, ayant vécu pendant 18 ans dans un village de 300 habitants, donc la campagne, je sais ce que c'est. C'est super, c'est très bien, voilà, mais maintenant j'habite en ville, donc je sais aussi ce que c'est, et je fais partie de ces géographes pour qui ce que vous appelez la campagne, dans nos pays riches, voilà, en dehors du petit jardin où on va, ou des choses comme ça, la campagne et la ville, ce ne sont pas des choses, ce sont pas des milieux antagonistes, voilà, ce sont des milieux très complémentaires, et dans lesquels finalement une grande partie des comportements et des imaginaires se rapprochent, voilà. Même si, c'est vrai, le Basque au Béret, qui défend son cochon dans son coin, bah oui, il est différent du bourgeois au Trocadéro. Voilà. Mais après, vous voyez, celui qui va manger du cochon basque dans un restaurant de la mode Piquet, bah, il fait le lien quand même entre les deux. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est, si vous voulez, dans nos sociétés occidentales, le lien est beaucoup plus fort. En revanche, aux États-Unis, je crois vous avoir montré que l'espace agricole est vu, d'ailleurs on trouve ça parfois dans des livres américains ou français, l'espace agricole est vu comme un espace minier. D'accord ? C'est une agriculture minière, c'est-à-dire que la nature, elle est pourvoyeuse de produits qui vont être échangés exactement comme le charbon ou le sont les hydrocarbures. Voilà. Donc il n'y a pas le rapport à la terre, l'attachement que nous pouvons avoir. Maintenant, aux États-Unis, ils sont en train de développer des choses formidables, les terroirs, les full foods magnifiques, des choses. Voilà, mais c'est un imaginaire complètement différent, hein, qui est basé sur la santé. Hein, les full foods aux États-Unis, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose de superbe. Mais c'est pas bâti sur un imaginaire Marie-Antoinette. Vous voyez, la ferme à Versailles, ce n'est pas la bergerie de Versailles, c'est l'imaginaire de la santé. C'est-à-dire que vous trouvez toujours ces mêmes personnes qui sont anxieuses, hein, devant ces salades dont on dit qu'il y a plein de pesticides dedans, hein, et dont elles sont certifiées bio dans ce magasin, et donc vont me rassurer lorsque je vais croquer dedans. Voilà. Hein, donc voilà, ça c'est intéressant, par exemple, de savoir que vous avez un rapport au produit qui n'est pas du tout un rapport européen, hein, mais qui est un rapport construit par une défiance vis-à-vis des produits industriels. Voilà, et c'est complètement différent sur le plan culturel. Hein, voilà. C'est un exemple. Peut-être une dernière question. Oui. Merci. Merci, ouais. Une question, en fait, j'ai 3 points. Sur peut-être le rythme du changement, est-ce que vous pensez qu'avec la mondialisation... Je répondrai sur le gaspillage, excusez-moi tout à l'heure. Ah oui, le gaspillage, oui. Est-ce que vous pensez qu'avec la mondialisation, par exemple, où je pensais au tourisme, par exemple, dans le monde entier maintenant, où qu'on aille, on va avoir des restaurants voilà, adaptés aux modèles européens ou américains. Est-ce que vous pensez que ça change rapidement ? C'est-à-dire que les cultures alimentaires se mélangent, ou bien qu'il y ait une inertie lente parce qu'il y a des cultures très imprégnées voilà, qui se transmettent de génération en génération. Ensuite, enfin, moi j'ai découvert tout ça, la culture alimentaire, c'était quelque chose que j'ignorais, pourtant je suis agronome, on m'en a jamais parlé. Du coup, est-ce que la méconnaissance ou l'ignorance de ces cultures alimentaires, d'après vous, sont peut-être, est-ce qu'elles sont source d'incompréhension ? Elles peuvent être, est-ce que c'est une des raisons, peut-être une des sources d'incompréhension entre les peuples, et peut-être une des raisons, soit en termes d'aide au développement, ou bien je pensais même au traité, la négociation US-UE, traité transatlantique, est-ce que ça peut être une des sources aussi d'incompréhension entre des échanges entre les peuples, voilà. Et puis plus généralement, si vous pouvez peut-être dire vos grands axes de recherche, ça m'intéresserait aussi. Merci. Je vais faire donc dans de votre dernière question sur le gaspillage. Je crois que la mondialisation, dans un premier temps, elle a produit des formes de réaction. Hein, et de prise de conscience que finalement, bien sûr que les choses s'échangent, mais la pizza, qui est le plat le plus consommé dans le monde, en fait, c'est une dénomination qui ne correspond pas à la pizza napolitaine. D'accord ? Le sushi. Hein, on dit, ah, sushi, c'est merveilleux. Mais le sushi européen n'a rien à voir avec le sushi japonais. Et en plus, quand vous voyez, par exemple, des Américains manger des sushis avec les doigts,
Moi, j'ai filmé des Japonais en train de regarder des Américains manger des sushis avec les doigts. C'est pas un crime, mais si vous voulez, mais c'est impensable, d'accord? De mettre du saumon là où normalement il n'y a absolument pas de saumon. Vous voyez, donc, il faut faire très attention. Hein. Effectivement, il y a des plats qui sont en train de changer, c'est-à-dire des dénominations génériques qui se baladent comme ça dans le monde et qui prennent des éléments de la culture et fabriquent complètement autre chose. On a de très beaux exemples sur le chocolat. Hein. Par exemple, j'ai travaillé sur le chocolat. Le chocolat tel qu'il était consommé par les Aztèques, vous le retrouvez dans un plat mexicain, qui est le mole poblano, hein, qui est une sauce pimentée. Voilà, ça c'est la base de, disons, voilà, la pratique du chocolat à l'époque précolombienne, à peu de choses près. Voilà, et aujourd'hui, le chocolat n'a plus rien à voir. Hein. Le chocolat chez nous, là, vous voyez, quand vous me dites, est-ce que ça va changer, je ne suis pas tellement sûr. Sur le chocolat, par exemple, que j'ai travaillé, je vois que les Suisses, par exemple, qui sont dans une société marchande, ont industrialisé le chocolat. Hein, en mettant leur montagne sur les tablettes. Donc le chocolat suisse, le chocolat Lindt, c'est un chocolat complètement industriel. Voyez, alors que par exemple, nous avons gardé le chocolat comme un produit de culture. Les pâtissiers, les chocolatiers qui sont dans les villes, qui vous vendent du chocolat, vous vendent du chocolat qu'ils ont choisi, qu'ils ont travaillé eux-mêmes, hein, et qui restent dans quelque chose qui est de l'ordre de la culture. Donc, c'est pas du tout. Il n'y a pas de ministère de la Culture en Suisse. Enfin, je veux dire, c'est absolument impensable, voyez, de penser ça. Alors que chez nous, c'est effectivement quelque chose qui compte. Hein. C'est peut-être de la foutaise, mais ça compte. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser par le fait que, effectivement, la mondialisation produit un certain nombre de choses comme ça qui gardent des dénominations génériques. Hein, qui disent peut-être que s'il y a tant de sushis, c'est que nous avons un certain besoin de Japon, hein, et que ces jeunes qui biberonnent au manga, eh bien, ils veulent manger ce qu'ils voient manger dans les mangas. C'est possible. Hein. En tout cas, jamais nous n'avons eu autant d'étudiants qui ont fait du japonais et qui ont envie d'aller au Japon à cause des mangas. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ces cultures, si vous voulez, ces métissages sont quand même très superficiel. Voilà. Cela dit, vous savez qu'une des grandes attractions des Chinois à Paris, hein, c'est d'aller dans les restaurants chinois, hein, pour voir comment on mange chinois en France avec entrée, plat, dessert. Oui, là, c'est vraiment... donc, ça les amuse et ils sont contents. Ils sont contents. Hein, et nous, finalement, nous avons le sentiment que nous nous rapprochons de la Chine en mangeant des nems en entrée, hein, ce qui est très chinois, les nems, comme vous savez, hein, et puis tout le reste, voilà. Hein. Bon, pourquoi pas, hein, c'est qu'une forme de culture de masse que l'on a dans les médias et qu'on retrouve dans ces choses-là. Donc voilà, c'est compliqué, c'est ambigu, mais il est vrai que la mondialisation crée, je dirais, une liste de best-sellers, hein, alimentaires qui ont des caractéristiques qu'on comprend bien. Par exemple, cette viande qui est sur le turc, là, hein, le kebab. Voilà, le kebab, par exemple. Bon, le kebab, vous vous rendez compte, le kebab, est arrivé en Allemagne en 1971. Et aujourd'hui, c'est le plat le plus consommé par les Allemands. Alors on dit, ah oui, c'est à cause des Turcs. Non, les Allemands mangent énormément de kebab. Pourquoi? Parce que le kebab s'est installé en Allemagne dans une société où les gens ont l'habitude de manger de la viande grillée. Les Allemands sont capables de manger à 8 h du matin des Rotewurst, ce que ne mange absolument pas un Italien. L'Italien ne mange rien le matin. Hein, juste boit un petit peu de café. Le vrai Italien, il ne mange rien. Vous voyez? Et donc... on voit là que, par exemple, le kebab, il a bien marché dans cette région parce que dans le nord de l'Europe, il y a une vraie culture de la viande grillée. Alors que ça ne marche pas ailleurs. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Un petit mot sur le gaspillage. Et puis terminer sur le gaspillage. Oui, très envie de faire une petite question courte avec une réponse courte.
Alors, je vais vous dire ce que m'a répondu Descola au Collège de France sur la gastronomie. Lui, il ne connaît rien, mais je lui dis quand même, est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous, avec toutes les études anthropologiques que vous avez faites dans le monde, successeur de Lévi-Strauss, donc c'est intéressant, est-ce que vous identifiez des grands peuples qui sont capables de faire ce que vous appelez, vous, la gastronomie? Parce que la gastronomie, il ne suffit pas de mettre une nappe et de faire... tout le monde... Voilà. Eh bien, lui, il dit qu'il y a 4 grands peuples qui sont capables de penser l'alimentation comme les... vous avez la France et l'Italie, bon, parce qu'ils sont très liés. La France et l'Italie, la Turquie, la Chine et le Mexique. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais ça, c'est sa réponse. J'avoue, j'étais assez troublé par cette réponse. Et finalement, en travaillant... il me semble qu'il n'est pas très loin de la réponse. Mais c'est trop long, on ne pourra pas travailler. Oui, l'autre chose, sur le gaspillage, c'est très simple. Il y a un mois, on m'invite dans un petit village de 300 habitants, comme ça, un vendredi soir, à une discussion sur le gaspillage. Voilà. Et c'est à 500 km de Paris. Et il y a 200 personnes dans cette salle des fêtes. Qu'est-ce que vous venez faire à côté d'un supermarché Carrefour? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Voyez? Et bien, donc, le gaspillage, c'est ça. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un fait avéré et tout, mais aujourd'hui, nous sommes quand même dans une réflexion sur cette pathologie de la société d'abondance et de consommation, voilà, qui a produit ceci, qui a produit des gestes qui ne nous ressemblent pas. Voilà, des choses que nous n'admettons pas, qui sur le plan moral ne vont pas, c'est le sens que l'on donne à l'alimentation, et qui font que nous réfléchissons là-dessus. Alors bien sûr, je ne suis pas dupe, tout ça c'est du pipeau, il y a plein de choses, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, et je pense que bon, on a compris maintenant, il y a quelques années, les agronomes entre autres disaient, pour nourrir la planète, il faut accroître la production de 75%. On avait des chiffres comme ça. Aujourd'hui, on les entend beaucoup moins. Et même, on entend des gens qui disent, et qui sont crus, comme disant que l'agriculture biologique, par exemple, peut nourrir la planète. Vous voyez, des choses communes à bouger. Et puis, vous avez des gens qui disent, puisque de toute façon, nous jetons 40% de ce que nous produisons, avant de produire, on peut peut-être récupérer une partie de ces 40%-là. Voyez, donc il y a des choses qui bougent et qui laissent penser que pour le côté est-ce que ça progresse? Oui, ça se progresse. Je pense que le rapport à la bouffe, les questions que nous nous posons, il me semble qu'elles vont quand même dans le bon chemin, et grâce, entre autres, à Action contre la faim, parce que c'est quand même un travail de fond que vous faites, pas seulement, bien sûr, que c'est sur le rapport entre les riches, les pauvres, ceux qui ont faim et pas faim, mais plus encore sur notre attitude vis-à-vis de quelque chose qui est quand même, je dirais, un scandale. Voilà. Merci infiniment pour toutes ces fenêtres ouvertes et sur une perception de notre quotidien qui ne nous est pas familière.